Je vous propose qu'on puisse commencer doucement. Alors, je suis très content. Bienvenue à tous. On est très, très content de pouvoir organiser cet événement. C'est génial pour nous parce qu'on est donc une très jeune association gérée par des étudiants du CMI, donc du cursus master en ingénierie de l'Université du Mans. J'ai vu qu'il y avait plein de noms que je connaissais parmi vous. Il y a plein de noms que je ne connais pas du tout. Donc, c'est top. J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes de l'ENSIM. C'est génial aussi. On a peu l'occasion de croiser nos confrères de l'ENSIM et ça nous fait très plaisir. Il y a peut-être des gens d'ailleurs, je ne sais pas du tout. Mais du coup, n'hésitez pas à écrire ou à dire. Vous pouvez prendre la parole, il n'y a pas de problème. D'où vous venez. Ça peut être très cool. En tout cas, bienvenue à tous. Je vous présente messieurs Albert Xou et Mario Philippe, qui sont tous les deux consultants en ingénierie acoustique à Xou Acoustique, un bureau d'études parisien, et qui vont vous présenter donc un ensemble de choses qu'ils font dans leur bureau d'études au niveau de l'acoustique des salles, puisque ce sont des spécialistes de l'acoustique des salles. On n'a pas prévu pour l'instant de temps exact de la durée de cet petit événement, à savoir que messieurs vont tenir une présentation d'à peu près 45 minutes environ, sans trop de précision. Et puis, suite à ça, on pourra faire une plus ou moins longue selon toutes vos questions et votre motivation, série de questions-réponses. On s'organisera. Je vois qu'il y a beaucoup de monde. Il y a au moins autant de monde que prévu qui était inscrit. Il y avait beaucoup de monde intéressé, mais pas forcément. Enfin, il y avait pas mal de monde inscrit, mais encore plus de monde intéressé. Donc, si c'est trop compliqué à gérer, peut-être qu'on fera un par un, c'est-à-dire vous pourrez éventuellement lever le doigt et on pourra vous donner la parole s'il y a beaucoup de monde. Sinon, on s'arrangera comme ça. Et puis, je vais laisser la parole à messieurs et qui vont pouvoir présenter tout ce qu'ils font. Merci beaucoup. Ouais. Donc, bien. Alors, on va mettre le PowerPoint tout de suite. Donc, on va partager un format. Voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre vos écrans et votre caméra pour encourager messieurs. Et puis, c'est toujours sympa de voir un petit peu qui y a en face de nous. Bonne présentation. Bonsoir. Donc, aujourd'hui, on est très content de discuter avec vous. C'est la génération future. Donc, dans ce domaine, on a besoin de jeunes. L'acoustique de salle ou l'acoustique artificielle, c'est un petit morceau dans le domaine acoustique. Il y a tous les autres acoustiques physiques, acoustiques nucléaires, il y a tout. Maintenant, on parlait que les choses pour l'acoustique de salle. Donc, c'est un sujet très petit, mais un peu spécialisé. Donc, je vais essayer d'introduire plus rapidement possible. Donc, si vous regardez l'écran, donc je voudrais... attends. Parce que pour nous, l'acoustique, c'est croiser trois domaines fondamentaux. Le plus important, c'est le bleu caché par l'image là, c'est physique. Après, passer l'architecture comme outil, finalement, on servit pour la musique. C'est notre métier. Et puis, donc, souvent, on commençait à réveiller pour la côté des salles, parce qu'en 1963, à New York, à Lincoln Center, il a très connu salle de concert qui s'appelle Philharmonic Hall, avec toutes les publicités, tout ça, fait l'inauguration. Mais le concert, première fois le concert, c'est catastrophique. Donc, le chef d'orchestre, c'est monsieur là, c'est Georges Serre, c'est un Hongrois, mais il est très connu.
mais qui fait le design pour cette salle? Je veux le casser le paquet comme ça. Et tout le monde étonnant, tellement de l'argent, tellement connu, parce que l'acousticien, c'est notre grand brother. Ah. Donc, c'est Mr. Léo Burnett. Ah, le livre, beaucoup de livres comme ça. Mais dans ce cas-là, tout le monde a donné un choc. Pourquoi cette salle de concert, ça ne marche pas? Finalement, on a trouvé, parce qu'on a écouté avec les deux oreilles, ce n'est pas mono, c'est binaural. Donc, pourquoi la salle de concert classique, 19e siècle, avec très étroite le salle, très haut, avec l'acoustique super, mais la salle construite après la Seconde Guerre mondiale, très grande, finalement, ça ne marche pas. Donc, revenir à cette question. Dans ce cas-là, c'est-à-dire que notre boulot, ce n'est pas tout seul. Il faut collaborer avec l'architecte, parce que sans l'acousticien, il peut construire une salle de concert ou l'opéra quand même. Mais le problème, c'est entre les deux métiers, souvent, on n'entend pas bien. Pour l'architecte, il est sourd. Il s'en fout pour le son, l'acoustique. Pour l'acousticien sorti de l'école MIT, UCLA ou bien Yale University, tout ça, des gens très théoriques, mais aveugles. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent pour l'esthétique. Donc, tous les deux, toujours faire le bagarre. Donc, ces livres-là, ça c'est écrit par ces professeurs de Yale University. Donc, on doit comprendre ce métier, il faut bien collaborer avec l'architecte. Comme on dit que c'est construire une salle ou l'opéra, assez compliqué. Il y a toutes les choses de l'acoustique, etc., mais un peu similaire comme une personne qui fabrique un instrument. Donc, toujours adapter quelque chose. Premier, le volume, une salle de volume important. Deuxième, la forme, morphologie, important. Troisième, c'est matériaux. Comme fait le violon, tu ne peux pas faire n'importe quoi. À la suite, donner certains exemplaires. Je veux plutôt insister sur les choses en France. Si trop loin, c'est difficile de connaître. Donc, je parle de Paris. Ici, c'est le Citadel Music. Citadel Music, c'est l'architecte Christian de Posenbach. C'est le premier Français qui a obtenu le prix Pritzker 1994. Il a 50 ans à l'époque. Donc, il fait cette Citadel Music, donc avec la Villette. Il y a Bredel de Béfeik qui est sorti ce Béfeik avec cette flèche là. Donc, c'est en courbe. Dans ce cas-là, l'architecte va faire une salle de concert, maintenant s'appelle Philharmonie 2, adapter cette courbe, donc avec une forme ovale. Donc, beaucoup de critiques, ovale, ça ne marche pas, il y a de focalisation, vous êtes fou, vous êtes manque de connaissance, etc. Dans ce cas-là, M. Posenbach, il est un peu coincé. Après nous discuter, on dit, OK, la focalisation, oui, comme le dessin en bas, mais on doit connaître la hauteur de source. C'est-à-dire, si on laissait la hauteur de source à peu près à partir du sol, c'est 3 mètres, 3 mètres 50, ça, on fait des choses pas ovales. Mais au-dessus, on peut faire des choses ovales pour faire le compromis entre conception l'architecte et problème de l'acoustique. Donc, finalement, le problème résolu. Aussi, le problème, parce que ici, c'est la chose de la musique contemporaine, va jouer ici, dirigée par Pierre Boulez. Donc, le sol, c'est plat, plafond plat. Donc, il y a un problème d'écho flottant entre plafond et le sol. Donc, on a trouvé la solution
dans l'époque, c'est le 1984-85, on fait le diviseur, ça s'appelle le diviseur QRD, quadratic diviseur, donc on n'a pas le temps de montrer, mais quand même, c'est-à-dire il y a un problème résolu, c'est-à-dire que l'acouticien doit adapter le concept de l'architecte et puis trouver une solution quelconque. Ici, c'est les autres, je ne sais pas quel monsieur qui habitait pas loin de Metz, ça c'est l'arsenal de Metz. Donc, l'architecte, c'est monsieur Ricardo Bofill, c'est espagnol, très, très connu, mais lui, un style classique. Cette salle, pas très grande, 1500 places, il me demandait, tous les murs, il faut lisse. Si on fermait les yeux, on touchait avec la main, tout lisse. Tous les motifs faire avec le métallique, laiton comme ça, intégrés dans le bois. Mais je veux dire, excusez-moi, si parallèle, les deux murs parallèles, si on comme ça, donc le percussionniste, quand il fait le saut, il ne sait pas quelle fois c'est moi fait, quelle fois c'est l'écho flottant. Donc, parce que monsieur, il est un peu néoclassique, donc on doit trouver la solution aussi à taper son style. Donc, on crée beaucoup de colonnes, beaucoup de choses. Par exemple, le diamètre de colonne, c'est 60 cm. Cette correspondant longueur longue, c'est pour la fréquence audible. Dans ce cas-là, avec le relief sur la porte, tout ça, avec tous les reliefs acoustiques pour éviter écho flottant. Donc, finalement, c'est M. Rotovich, il a joué là-bas, il est très content. Donc, ça, c'est la chose de la Metz. Après, c'est Evian. C'est Evian, c'est en face de lac Léman, c'est en face de Genève, Lausanne, parce qu'il y a patron de Evian, patron de, de l'eau minérale, s'appelle Antoine Ribaud, qui voudrait faire un souvenir, donner hommage pour M. Rotovich, donc construit une salle avec tout en bois. Il y a la chose de sapin, il y a la chose de cèdre. Mais le problème, l'architecte voudrait donner un peu style russe, donc avec tic-tic-tac, mais pour l'acoustique, c'est mauvais, parce que comme le son qui montait, après, qui quelquefois retournait, quelquefois donner l'affection n'importe quoi. Dans ce cas-là, on a, après discussion, proposé une solution, faire un réflecteur, mais l'effecteur ne peut pas trop lourd. On ne peut pas faire le chose de bois épais parce que le sculpture ne peut pas supporter. Donc, on choisit alu-coupon. Alu-coupon, c'est une chose sandwich seulement alu, matériaux viscoélastiques. L'autre côté, c'est aussi alu. Donc, dans ce cas-là, 5,5 kg par mètre carré, très léger. Donc, on peut supporter, résoudre ces deux problèmes pour adapter le style de l'architecture. Donc, dans ce cas-là, c'est tout en bois. Donc, après le premier concert, donc, le journaliste demandait à M. Rotovich, monsieur, maître, le son ici de ça, très bien. Est-ce que tous les bois, c'est comme votre violoncelle? Il voudrait dire oui ou non. Donc, je suis à côté. Excusez-moi, non. Parce que violon avec le bois mince, il vibre et donne un rayonnement de son. C'est actif. Donc, sur le mur, le son arrivé, pousser le panneau bois qui vibre, parce que le bois vibre, provoquer la vibration, aussi friction intérieure du bois, entre les fibres du bois, donc transformer en chaleur. Dans ce cas-là, absorber la passivance. Donc, on doit exclure nous, le bois, il faut épais. Voilà. Aussi, le tasseau, il faut irrégulier pour éviter la résonance dans la même fréquence. À peu près comme on fait les questions de hi-fi, il faut avec tasseau gauche-droite. Beaucoup de choses, ce n'est pas simple. Donc, on a fait de ça
fait le test à CCB à Grenoble. Donc, tout va bien. Donc, maintenant, déjà plus que 20 ans. Donc, la conception, c'est-à-dire on doit attaquer la conception d'un architecte, mais trouver des solutions acoustiques. À la suite, c'est donné une chose plus compliquée, c'est une grande salle de concert à Taïwan. L'architecte, c'est le Hollandais, qui s'appelle le Mécano. Dans ce site très grand, ce site sur seul 3, à peu près 230 mètres longueur, 170 mètres profondeur. Il peut 5 champs de football dans cette 3. Mais cette salle, c'est sans micro, toujours avec des choses naturelles. Dans ce cas-là, on a fait pas mal de discussions. Dans ce cas-là, c'est-à-dire quand on discutait, il faut d'abord, on fait le design, il faut faire un peu de recherche, un peu de choses, parce que maintenant, on doit écouter opinion avec, ça s'appelle binaural, écouter la musique avec les deux oreilles. Ce n'est pas comme un micro, c'est-à-dire deux oreilles, il y a décalage, il y a la différence sur la densité, il y a différence sur le spectre, surtout pour la haute fréquence. Dans ce cas-là, on doit faire le dessin, faire beaucoup d'essais. À droite, c'est-à-dire, j'ai fait la recherche en 1980 sous la direction de Pierre Blaise à IRCAM, à Paris. Donc, on fait l'enregistrement, le son dans la chambre échoïque. C'est-à-dire, la musique, il n'y a pas de réflexion, c'est pur. Donc, après, on ici, là, retourner tout le son par le haut-parleur, plusieurs haut-parleurs. Dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on demandait beaucoup de musiciens faire comme test. Tu préfères le son venir devant ou tu préfères le son venir de latéraux? Donc, finalement, on fait la statistique. Tout le monde, presque 90% de musiciens, préfèrent le son vient de latéraux. C'est-à-dire que ce n'est pas le son vient en face de toi. Au contraire, c'est-à-dire la musique autour de toi. Donc, dans ce cas-là, c'est-à-dire ça s'appelle binaural pour diriger tous les designs acoustiques de salle. Ça, ce n'est pas uniquement nous avons fait. Aussi, chose, c'est de l'image de gauche en bas, c'est le professeur Schroeder et son collègue, c'est le Göttingen University, Göttingen très, très connu. Donc, à droite, c'est l'Indo, c'est le japonais. Après, c'est American West. Après, c'est le Nouvelle-Zélande. Après, c'est anglais. Donc, c'est une génération fait la recherche psychoacoustique. C'est-à-dire, pourquoi souvent la salle, c'est pas bon? C'est pas à cause de le musicien, c'est à cause de la salle. Donc, binaural, c'est la raison importante. Donc, sur le basse, on fait beaucoup d'essais sur comment dire, différentes formes. Donc, les matériaux, on a choisi, c'est-à-dire à gauche, c'est l'isolation. Isolation, c'est le traduire, parce qu'on dit il y a tellement de grande surface de traduire en métallique. Quand il pleut, le bruit d'impact est énorme. Donc, il faut bien isoler le bruit de, comment dirais-je, de la bruit. Ça, c'est pour isolation bruit aérienne, c'est-à-dire ISO 717.1. Après, la droite, c'est ISO 140.18. Ça, c'est pour le bruit d'impact. Ça, c'est dans le laboratoire spécial. Il y a de l'eau qui coule. Donc, on testait tout ça. Donc, comment dirais-je, c'est scientifique, ce n'est pas subjectif. À droite, c'est une chose de matériaux intérieurs, de finition, sur le plafond, sur le mur. Ça s'appelle le GRG, c'est-à-dire Glass Reinforced Gypsum.
c'est-à-dire assez dense, à peu près c'est 1600 kilos par mètre cube. On a demandé tous ces panneaux avec 80 ou 60 kilos par mètre carré. Pourquoi assez lourd comme ça? Pour éviter la faute comme le bois. On a dit le bois qui vibre, ici qui vibre pas. Dans ce cas-là, on peut conserver la richesse du son, c'est-à-dire la basse fréquence très riche. Ça, c'est besoin pour musique symphonique. Donc, en même temps, parce qu'il y a plusieurs salles, dans la salle superposée, il faut isoler bruit d'impact. Donc, ici, on a donné exemplaire sur dalle flottante, c'est-à-dire d'abord avec plastique sur base de béton, après avec tous les ressauts métalliques, après couler le béton, après laisser le ressaut qui relaxe, devient le vide entre les deux salles. C'est-à-dire la transmission est filtrée, la vibration vibrée par ce ressaut. Aussi, on doit faire le test avec toutes les choses de marteau pour mesurer l'atténuation de choses. Pour cette salle de concert, il faut 13 séances. On a avec NC15, ou en Europe, on dit NR15, très bas de niveau de bruit. Donc, la ventilation, très importante. Donc, à droite, on a vu, ça, c'est les choses silencieuses. Les silencieux très gros. On a fait le calcul, fait l'amélioration. Mais dans l'Asie, il n'y a pas de choses mesurées. Il n'y a pas de choses en Angleterre ni Amérique, parce qu'il n'y a pas assez gros de trucs. Seulement à Lyon, heureusement, on trouvait à Lyon, il y a le laboratoire, comme en bas, c'est le plan, on trouvait l'endroit faire le test d'atténuation de bruit de silencieux. Donc finalement, on peut arriver 15, NC15. Donc ça, c'est le résultat de cette salle concert à Taïwan. Finalement, on fait la chose de mesure, ce n'est pas seulement le salle vide, aussi c'est salle occupée. Donc ça, Mario parlait un peu le couche pour, on fait la simulation, aussi on fait la maquette 1/10, la maquette acoustique. Le partage. Je vais prendre le partage d'écran de mon côté pour parler un petit peu de... Voilà. Alors, moi, je vais vous parler des simulations acoustiques. Donc, c'est des simulations numériques qui est l'outil le plus pratique pour discuter avec les architectes et avoir des résultats assez très précis sur tous les paramètres acoustiques. Donc, le principe de la simulation acoustique, ça va être d'abord d'utiliser la 3D de l'architecte, ou alors dans les tout débuts des projets, juste des plans et des coupes avant qu'il ait encore développé sa 3D, et la transformer pour en faire une 3D qu'on pourra utiliser dans les logiciels d'acoustique. Celui qu'on utilise, c'est Odéon. Peut-être que certains de vous ont déjà fait des formations avec Catacoustique ou d'autres. Il y en a plusieurs. Le CATT4. Ouais. Et le problème quand le projet est trop avancé, enfin bien avancé, c'est que l'architecte donne des 3D très très complexes qui, comme on voit, celles à gauche là, sont faites pour avoir un très beau rendu, qui soit visuellement très belle, quoi. Donc le plus gros du boulot ici, c'est de transformer ce fichier très lourd et très complexe dans une simulation qui sera beaucoup plus simplifiée, où en gros le logiciel va pouvoir traiter chaque surface comme des triangles pas trop petits pour ensuite pouvoir faire ses calculs.
Voilà, une fois qu'on a fait la 3D, et donc j'utilise moi le logiciel SketchUp, qui est le Google le plus connu, peut-être que vous avez déjà utilisé. Une fois que cette 3D est terminée, il faut attribuer à chaque surface le matériau correspondant, y compris le public, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on fait toutes les simulations, les calculs de temps de réverbération, etc., salle occupée, et que le public, le corps humain, est la source d'absorption sonore la plus importante. Et dans des salles de concert comme cet exemple, qu'on a déjà vu tout à l'heure à Kaohsiung, à Taïwan, on est sur une salle de concert de 2000 personnes qui est vraiment pour des symphonies, pour de la grande musique. Donc on veut un son très riche et un temps de réverbération relativement long. Donc on va utiliser très peu de matériaux absorbants. Par exemple, là, on voit donc à chaque couleur correspond le matériau équivalent, et le logiciel les définit en plus ou moins foncé par rapport à leur degré d'absorption. Et on voit sur cette image qu'effectivement, les seules sources d'absorption sont le public. Et l'autre coefficient qu'on applique aussi, dont on a parlé tout à l'heure, c'est le coefficient de diffusion. C'est-à-dire qu'une paroi lisse ne va pas réfléchir le son de la même manière qu'une paroi qui a des reliefs. Et donc ça, soit on les crée nous-mêmes avec l'architecte pour trouver des designs qui lui correspondent, soit il y a des modules qui ont été calculés mathématiquement pour qu'ils soient le plus efficace possible. Et ce logiciel permet d'intégrer aussi cette variable qui est très importante pour tout un tas de paramètres. Ce que permet cet outil informatique, c'est aussi d'étudier en un point précis de la salle. En l'occurrence, ici, on aperçoit la source est en rouge et le récepteur est en bleu, c'est sur scène, quoi. Et on peut voir en fait toutes les réflexions qui vont arriver en fonction du temps à ses oreilles. Et ça, on peut voir aussi là ce genre d'informations, dans quelle direction, verticale, horizontale, en haut, à droite, à gauche, etc. Ça permet notamment de détecter des éventuels échos ou des défauts acoustiques qui pourraient survenir sur des réflexions beaucoup plus lointaines. Parce que ce qu'on cherche à avoir dans une salle de concert pour avoir une meilleure écoute, une écoute plus intelligible et plus précise, c'est avoir des fortes réflexions précoces. C'est-à-dire avant 80 millisecondes, avoir le maximum de réflexions qui viennent d'en haut, des côtés, etc., ce qui va créer cet effet de spatialisation et de précision du son. Et ici, par exemple, c'est ce qu'on peut voir. Alors là, c'est sur la scène à cet endroit. C'est que cette rambarde-là, on la design avec l'architecte pour qu'elle donne le plus possible de réflexion. Là, on voit que la zone qui est ciblée, c'est la scène. Là, ça va vraiment être pour l'écoute mutuelle entre les musiciens. À l'inverse, le grand réflecteur qu'on a mis au-dessus va lui permettre de toucher une plus grande partie du public et donc d'apporter, en plus de spatialisation, aussi un peu plus d'intensité sonore. Et ensuite, le logiciel, évidemment, calcule tous les paramètres. Donc, temps de réverbération, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui va définir la richesse du son. C'est-à-dire que plus le temps de réverbération est long et plus on aura un son riche et adapté à des grands orchestres, alors qu'à l'inverse, quand c'est très court, c'est plutôt pour des studios de répétition ou des choses où on veut vraiment entendre les détails, quoi. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de plus musical. On a atteint environ 2 secondes en moyenne fréquence. Et donc, il y a ensuite toute une autre panel de paramètres qu'on peut définir sur ce logiciel en faisant des mappings qui correspondent à chaque point du public. Donc voilà, ça c'était la parenthèse sur les simulations acoustiques. Et une autre façon de faire qui est cette fois-ci la maquette. Donc là, on a fait des maquettes à l'échelle 1/10, toujours la même salle de concert. Donc cette fois-ci, évidemment, les maquettistes sont très, très doués, très professionnels, travaillent à partir des logiciels 3D qu'on leur a fournis. Et donc le but de la maquette, ça va être
de pousser encore l'étude de façon encore plus précise, parce que là, on est dans la physique réelle telle qu'elle existe. Par contre, la maquette acoustique, ça implique, voilà, si on réduit à l'échelle 1/10 les distances, ça veut dire qu'il va falloir adapter aussi nos fréquences sonores, et comme elles sont inversement proportionnelles aux distances, ça veut dire qu'on va devoir être dans ce cas-là 10 fois plus aigu. Donc ça pose pas mal de problèmes, c'est-à-dire que notre 1000 Hz, les fréquences aiguës moyennes, se retrouve à 10 000 Hz. Donc on va travailler vraiment très très haut, et c'est pour ça qu'ici on aperçoit la source sonore, par exemple. Nous, on avait utilisé une étincelle qui donne en fait une source sonore qui, dans les fréquences aiguës, est très plate et complètement unidirectionnelle. Donc, c'était un bon outil. Et alors, le problème quand on travaille dans les fréquences très aiguës, c'est que les molécules d'eau qui sont présentes dans l'air naturellement vont aller absorber ces fréquences très aiguës au-dessus de 20, 50 000 Hz, etc. Donc, une des grosses difficultés de ces maquettes, c'est d'abaisser l'humidité relative dans toute la maquette. Ce qu'on voit là dans cette maquette, là, donc, à l'intérieur, il y a la salle de concert derrière la bâche. Et là, toutes les machines, en fait, c'est des dessicateurs qui vont complètement assécher l'air pour atteindre un niveau d'humidité relative plus bas que 2 à 3%. Et donc, c'est une condition nécessaire pour effectuer des mesures qui correspondent à la réalité une fois remis à l'échelle. Évidemment, ça veut dire aussi qu'il faut adapter les matériaux, parce que si on est 10 fois plus petit, il faut trouver des matériaux. On va pas tresser, par exemple, des fauteuils de façon 10 fois plus petite, ce serait un travail impossible. Donc, on arrive en amont des campagnes de mesure, on essaie de trouver des matériaux qui vont réagir de la même manière que les matériaux à l'échelle réelle. Et donc, par exemple, la meilleure façon d'illustrer ça, c'est le public. Pour simuler le public, on a fait plusieurs tests à Paris, au bureau, dans une maquette réverbérante, elle-même à l'échelle 1/10. Et on a utilisé ces personnages en polystyrène en les habillant avec du velours. On a testé différentes épaisseurs de velours, différentes quantités, pour arriver dans ces mesures-là aux chiffres qu'on retrouve dans la littérature, qui sont les chiffres mesurés à l'échelle réelle. Et donc, on pouvait partir de ce principe que cet échantillon on pouvait le mettre dans la maquette parce qu'il avait à peu près les mêmes propriétés qu'un public humain. Et ensuite, une fois qu'on a ajusté tous ces paramètres, eh ben c'est des mesures qui sont assez classiques par rapport à des mesures en salle réelle, sauf que tout est plus petit. Là, on aperçoit un micro, justement, à côté de la source. Et bon, ce qui prend plus de temps, c'est qu'il faut attendre que l'humidité relative soit rebaissée entre chaque mesure. On peut voir aussi là une première étude purement géométrique, mais qui peut être très utile, qui est au laser, où tout simplement, on considère que pour des problèmes comme les échos ou les échos flottants, le son réagit comme la lumière, et avec un laser, on peut voir vraiment dans chaque coin et à chaque position de source où vont aller les réflexions, et ça permet un deuxième test. Et là, c'est un autre exemple d'une maquette d'une salle qu'on a inaugurée il y a un an, à Shanghai, où cette fois-ci, le maquettiste a choisi de travailler tout en bois, donc beaucoup plus compliqué, mais beaucoup plus joli aussi. Et d'ailleurs, ça a même permis à l'architecte de modifier un petit peu son design, parce qu'il trouvait la maquette encore plus jolie que ses 3D, donc c'était un petit peu l'anecdote. Et dans la mesure de maquette, la difficulté, c'est la source. Parce que pour arriver, par exemple, 40 000 Hz, c'est difficile de trouver le haut-parleur, petit haut-parleur. Le japonais qui fait le masque de hearing aid avec comme une petite haut-parleur, mais toujours maintenant, c'est difficile parce qu'on doit utiliser l'éclateur. En anglais, ça s'appelle Spark. 15 000 volts, ça c'est une autre source.
c'est vous, après faire la recherche, trouver quelque chose en France. D'accord. Donc après notre simulation, après la discussion 1000 fois avec la secte, maintenant je vous ai montré le résultat. Ouais. Bon, ouais. Ou dans celui-là, celui-ci. Donc finalement, notre salle est arrivée très bon résultat. La salle a occupé le temps de vibration à 500 Hz, 2,1 secondes. Salle vide, c'est 2,6 secondes. Parce que cette salle, sauf la musique symphonie, aussi la love. C'est plus grande love, on l'a dit, ici. C'est-à-dire presque 9000 duos, aussi de centaines de stops pour cette log. Finalement, le Philharmonique de Berlin, dirigé par lui, donc, toujours content. À droite, c'est-à-dire le violoniste allemand, c'est Anne-Sophie Mutter, il dit ici la salle comme le paradis, très, très enveloppé. Aussi, le monsieur Trubin Mehta, donc aussi très connu le chef d'orchestre, il dit c'est très bon de la culture avec bon, on dit spécialness, c'est-à-dire sentiment de spécial. Donc, c'est pas seulement le son vient devant, mais le son autour de chacun. Donc, finalement, le résultat, c'est tout le monde content. Pour nous aussi, c'est une bonne expérience. À la suite, tout à l'heure, on parle de choses de l'opéra de Shanghai. Mario, tout à l'heure, montrait la maquette. Mais cette l'opéra de Shanghai, aussi, c'est compliqué parce que sur la gauche en haut, c'est la ligne métro. À Shanghai, c'est le métro. Chaque jour, il y a énorme de passagers parce que ça, c'est ancienne ligne. Il n'y a pas antivibratil. Donc, le conservatoire, c'est ici, là, seulement 15 mètres de distance. Dans ce cas-là, il faut isoler. Si on isolait activement, je peux isoler sous le rail, c'est-à-dire la vibration déjà isolée activement. Mais c'est difficile parce que cette ligne ne peut pas s'arrêter. La même chose, pour moi, c'est-à-dire en 1985, à Montpellier, il y a une salle, ce n'est pas le quorum, ce n'est pas quelqu'un habité là-bas. C'est Montpellier, sur ce site, il y a 7 lignes de marchandises, de chemin de fer marchandises, de vibration énorme. Donc, je fais l'enquête avec l'habitant à côté. Donc, habitant dit, le mur, déjà, il a fissure, toute sa vibration énorme. Pourquoi on construit cette salle dans ce site? Je vous dis, c'est le ville qui décide comme ça. Finalement, on a fait 300 boîtes de ressort avec le cible là, c'est pour supporter la salle. Donc, finalement, c'est la première fois en France on supportait une salle de spectacle au-dessus du ressort. Mais je fais d'autres choses. Ça, c'est le Barcelone. Barcelone, il y a un théâtre national catalan. Dans l'époque aussi, au-dessous, il y a beaucoup de lignes de chemin de fer. Mais chemin de fer appartient du ministre du Transport, c'est la gauche. La ville de Barcelone, c'est la droite. Donc les deux, jamais négocié, jamais arrivé au compromis. Donc finalement, on ne peut pas toucher le chemin de fer, il faut faire l'isolation passive, c'est-à-dire sous le bâtiment, sur la fondation, faire l'isolation. Ici, j'ai utilisé, ce n'est pas le bois de ressort, c'est le produit qui s'appelle silomère. C'est une chose synthétique, donc adapter différentes charges pour isoler la vibration. Donc ça, c'est déjà fait. Donc à Shanghai, je n'ai pas
plus faible, certes, parce que la vibration trop forte, je dois utiliser la boîte de ressort. Donc, on peut voir ici, ça c'est la chose comment dirais-je, la fréquence. En haut, c'est la chose de temps. Ici, le passage de métro. Ici, c'est l'analyse de spectre de vibration. Donc, on doit isoler avec ce type de boîte de ressort, avec résonance propre, 3 Hz. Comme ça, on peut isoler le bruit. Finalement, dans l'opéra, on n'entend rien sur le chose comme ça. Donc, ça, c'est l'opéra, 1200 places, avec très bons résultats. Donc, récemment, il y a la Scala à Milano qui jouait Fuite magique là-bas. Aussi, ici, à droite, c'est une grande salle de répétition. Tout ça, très proche du métro. Mais finalement, les gens font enregistrement, n'entendent rien pour la vibration, le bruit d'impact. Donc, tout ça, c'est... qu'est-ce que je veux dire? Je dis, c'est comme l'acousticien, ce n'est pas seulement on travaille tout seul, il travaille avec l'architecte, avec ingénieur de structure, avec chemin de fer, avec RATP, tout ça. Donc, finalement, d'arriver au résultat positif, c'est plein de travail. Donc, pour ça, on souhaite, vous, la jeune génération, peut continuer à faire ça, faire des choses plus belles, la salle plus développée dans ce domaine, l'acoustique de salle, l'acoustique architecturale. Je crois pour nous, à peu près, c'est jusqu'à là. Si quelqu'un pose des questions, on peut discuter. Parce que le temps très pressé, déjà, ouais, dans 5 minutes. Eh ben, merci beaucoup à vous deux. C'était génial, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'aurais plein de questions à vous poser, mais je vais peut-être laisser la parole à d'autres personnes. Bah, n'hésitez pas à prendre la parole, et puis messieurs pourront essayer de vous répondre. N'hésitez pas. Bonjour, j'ai une question pour vous. En fait, c'est quoi la difficulté plus souvent que vous avez rencontrée lors du traitement acoustique, soit dans une salle de concert, soit dans un théâtre ou une salle de cinéma? Mario n'est pas entendu. Voilà. On a un problème d'écho entre les deux ordinateurs. Oui, ça l'arsène, c'est bizarre. Pourtant, j'avais désactivé Monsieur Xu. Voilà. C'est bon. Donc, les problèmes, alors, bon, problème, c'est toujours des mots négatifs, mais ça dépend plutôt de comment dire, de quoi est-ce qu'on parle. Je dirais que ce qui revient très souvent dans les nouvelles salles de concert actuelles, c'est justement que les clients veulent des salles qui sont très polyvalentes. Et c'est souvent une chose qui est... Alors, c'est des challenges, on va dire. Ça peut être intéressant, justement, d'arriver à avoir des systèmes de modification de l'acoustique. On a de l'acoustique variable. Il y a d'autres systèmes qui sont aussi après électroacoustiques. Mais bon, il y a plein de choses qui existent. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'en musique classique, surtout, une œuvre est censée être le mieux adaptée dans un environnement précis. Par exemple, c'est pour ça qu'on appelle la musique de chambre. Elle a été écrite pour être jouée dans des salons, dans des petits comités, etc. Et par exemple, jouer des quatuors dans une philharmonie énorme, on perd plein de choses parce qu'on a plus ce sentiment d'intimité. Donc là, comme ça, une des choses qui revient assez souvent, ça pourrait être la gestion de la polyvalence dans les différentes demandes. Ouais. Dans l'époque, attendez, il y a une réverbération. Ouais. Avant, il y a
la tendance à faire la chose de plus électronique avec artificial reverberation, avec plusieurs méthodes. Donc, CCB de France fait la chose, un système qui s'appelle Carmen. Mais ce type de choses-là, pour moi, c'est utilisé pour une salle existante, ancienne salle très sec. On peut ajouter sur le mur, installer micro avec haut-parleur, avec retard artificiel. Plus retard, le mur devient plus loin. Semble salle plus grande. Maintenant, les gens utilisent ça, c'est dans la voiture aussi. Mais pour nous, pour une nouvelle salle, installer ce type de, s'appelle artificielle réverbération, c'est un peu compliqué. Il y a 300, 400 micros, aussi, même chose de haut-parleur. Aussi, l'opérateur doit être très compétent. Mais maintenant, souvent, il y a d'autres solutions. C'est-à-dire, si pour la musique, on voudrait le son riche de son, c'est le réverbération plus long. Mais pour la parole, il faut la chose clarté, il faut l'individualité. Mais souvent, on peut utiliser l'un-array, c'est-à-dire avec haut-parleur très, très déactif. Par exemple, le produit français, c'est mon ami qui fait ça, l'acoustique. C'est une société très compétente, maintenant mondiale connue, avec la directivité, l'angle de vertical, 3 degrés, 5 degrés, il peut cibrer sur le public, jamais donner sur le mur au plafond. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'infection sur le mur plafond. Donc, l'individualité très haute grâce à cette line cette banana comme ça. Ça, c'est plus simple, plus d'après notre expérience, ça marche très bien. Moi, j'aurais une question, si c'était possible. J'aurais aimé savoir, en fait, les critères de définition que vous allez utiliser. Pour en faire un stage en acoustique pour ma part, j'ai travaillé sur des paramètres qui étaient notamment la clarté, la définition, le style, le rastis, et qui sont des paramètres qui vont être autres que le temps de réverbération et qui permettent, d'après moi, de refléter d'autres paramètres que peut renvoyer la salle. Et du coup, j'aurais aimé savoir quel type de paramètres vous mesurez et vous étudiez lors de vos conceptions. Alors, oui, bah, tout à fait. C'est le temps de réverbération, c'est vraiment le premier pour, on va dire, avoir la bonne échelle entre le bon équilibre entre la taille de la salle, le volume et le type de musique qu'on veut jouer dedans. Après, effectivement, les autres paramètres, ça sert à rien je dirais, d'en accumuler plein parce qu'il y en a toujours des nouveaux qui sont créés, qui sont très intéressants d'un point de vue de recherche et de futur, mais nous, on se concentre surtout sur des paramètres qui sont dans les normes ISO, qui effectivement, par exemple, la clarté, ça va être comment dire, la capacité à entendre les détails du son, etc. Il y a aussi les réflexions latérales qui vont justement quantifier de façon objective un petit peu la spatialisation du son, c'est-à-dire les réflexions latérales qui arrivent jusqu'à nos oreilles. Et puis un autre important qui est G, qui est la force sonore, qui permet de savoir en gros si on est à 40 mètres de la scène, est-ce qu'on va quand même entendre suffisamment fort la salle, parce que ça c'est aussi une chose importante, c'est que les salles trop grandes ou trop absorbantes, si on est trop loin, on risque tout simplement de ne pas entendre, ou alors pour des opéras, c'est encore plus important de ne pas forcément entendre les textes, quoi. Donc oui, il y a ces différents paramètres qui, on va dire, on creuse un petit peu plus l'étude là. Merci. Tout à l'heure, j'ai oublié de donner l'exemplaire pour la parole de l'individualité. Vous pensez, parce que j'ai passé souvent, c'est Notre-Dame de Paris, là-bas, les temps de réverbération, 1 seconde. Mais les gens fait le mètre, peuvent entendre très bien, parce qu'il y a la colonne sonore.
Donc, 20 la même chose, 5 pistes de Londres, même chose. Donc, maintenant, ça s'appelle salle polyvalente. On peut trouver des solutions. Par exemple, maintenant, la pyramide de Louvre, la vraie version, c'est 5 secondes, mais avec le colonne sonore masqué, c'est dans le coin, le son, c'est assez clair. Je crois que pour le temps de réverbération, c'est une chose. Morphologie, très important, parce que pourquoi, c'est-à-dire la salle classique, étoile, très haut, long, c'est pas grave. Dans ce cas-là, c'est-à-dire parce que le mur latéraux donnait inflexion latérale. Donc le son enveloppé. La réflexion vient de plafond, c'est plus tard. Donc dans ce cas-là, tu as sentiment, tu as retourné, entouré par la musique. Ça, c'est la morphologie, c'est important. Souvent, les gens pensaient donner à surface, c'est suffisant. Mais non, il faut hauteur. Donc, c'est le problème de 3D. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, en tout cas, moi, j'avais une question pour revenir sur ce que vous disiez. Vous disiez avoir mis, entre guillemets, sur ressort une salle, notamment à Montpellier et une autre à Shanghai. Est-ce que dans ce cas-là, vous avez dû faire des études sismiques? Est-ce que des études sismiques ont dû être menées? Et si oui, est-ce que c'est à vous de le faire? Est-ce que c'est aux architectes? Et puis, comment dans ce cas-là va se passer les étapes d'un projet de A à Z où on a vraiment une étude complète à faire qui va même être pour vous, du coup, vraiment à un très bas niveau. Pour le coup, c'est vraiment en amont du projet, quoi. Souvent, le maître ouvrage n'a pas cette confiance sur la vibration. Donc, il choisit un endroit, il pensait toutes les choses techniques que vous pouvez résoudre. Il oubliez, ça coûte cher. Par exemple, l'Aubert-Bastille, au-dessous, il y a la ligne 8 de métro. Donc, avant, on peut entendre le métro d'arrivée au départ, malgré le pneu, c'est un caoutchouc. Ce n'est pas utile, c'est vibration quand même. Donc, finalement, je crois qu'il y a assez longtemps, 15 ans, comme ça, plus, on travaille avec les ouvriers, enlever tous les rails, aussi le bois, Travex, on posait une plaque de caoutchouc, ça s'appelle Walker, c'est produit anglais, au-dessous. On a fait une soirée de midi jusqu'à 5 heures du matin, 50 mètres, pas plus. Donc, on fait plusieurs choses. Finalement, dans l'Aubert-Bastille, on n'entend pas la ligne de métro. Au contraire, dans le théâtre Châtelet, parce que c'est ligne 1, donc on peut entendre quand même maintenant, je peux entendre le wagon d'arrivée, après il départ. Donc ce problème, c'est assez compliqué. Maintenant, il y a beaucoup d'études sur la rail, c'est-à-dire si on construit une nouvelle ligne de métro, sous le rail, déjà, il est anti-vibratil, déjà traité par le caoutchouc, par plusieurs matériaux. Donc, il faut la ville comprendre, si faire une ligne de métro, passer beaucoup de choses, il faut faire isolation active, bénéficie tout le monde, au lieu de faire des choses passives, seulement un bâtiment qui bénéficie. Mais ça coûte cher. Compliqué. À Montpellier, la salle, auditorium, la salle est isolée par le réseau allemand, qui s'appelle GERB, G-E-R-B, très connu. Mais la scène n'est pas séparée. Mais seulement, il faut désoldariser la salle et le quart de scène. Donc, il y a le joint à peu près 10 cm largeur. Il faut embellir ces joints avec le matériau viscoélastique. Il n'y a pas de fuite pour l'eau, il n'y a pas de transmission solidienne, mais seulement ça,
dans l'époque, ça coûte combien de millions peut-être 100 millions plus. Donc, dans ces cas-là, le maire de Montpellier, M. Fesch, très fâché. Mais c'est le cas comme ça, entre une partie isolée, une partie non isolée, donc seulement le joint, il faut élastique, ça coûte très cher. Donc, chaque fois, construire une salle très sensible, il faut bien penser, il n'y a pas le métro, il n'y a pas de loin comme ça pour éviter cette coste. D'accord, ok, ça reste plutôt une exception plutôt. Oui, il faut penser avant. Maintenant, le métro, c'est plus intelligent qu'avant. Maintenant, tout le monde un peu connaît ce problème. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une notion de, entre guillemets, d'éducation, et c'est pour ça qu'il y a de collaboration entre tous les différents bureaux d'études, parce que on imagine bien faire un plan, une coupe en nous donnant les endroits des ressorts, et puis après donner ça à l'ingénieur structure pour qu'il calcule toutes ses charges, etc. Mais ce qu'il y a derrière, c'est que si on veut isoler, si on isole le sol, ça veut aussi dire qu'il faut isoler tous les murs, et donc il n'y a aucune connexion solidienne entre chaque dalle, etc. Donc ça veut dire qu'il faut avoir vraiment l'œil sur chaque détail, chaque porte, chaque passage de gaine, etc. C'est dans ce sens-là que finalement ça touche beaucoup plus de monde que juste l'acoustique et la structure, quoi. Dans ce cas-là, pour une studio d'enregistrement, c'est plus facile parce que le petit, pour un théâtre, l'opéra, ça le concert, c'est très compliqué. Pour faire la désolidarisation, c'est pas facile. D'accord, merci beaucoup. Merci, merci. D'autres questions? Oui, excusez-moi. Bonjour. J'avais une question. Alors, j'espère ne pas être trop hors sujet. Vous avez montré en fait que dans les salles, il y avait la prise en compte du public notamment, et je me demandais comment ça se fait que le public est aussi absorbant, enfin absorbe autant. Qu'est-ce qui fait ce caractère aussi absorbant du public, et comment se fait cette prise en compte justement? Donc, ça, c'est une très bonne question. Parce que notre cheveu, notre vêtement absorbent le son. Maintenant, utiliser quelle coefficient d'absorption pour calcul? C'est toujours le problème. On a fait depuis longtemps à CCB, on fait dans la chambre réveillant avec vingtaine de sièges, c'est-à-dire dans le coin. Mais finalement, cette chose seulement mesurée avec public, sans public, c'est facile. Mais à cause de conditions de bordure, ce n'est pas réel. Donc finalement, il faut utiliser le coefficient d'absorption proposé par Dr. Baranek, parce qu'il a fait, il travaille avec les Japonais parce qu'il a beaucoup de puissance finance. Il fait le mesurer, c'est-à-dire une salle sans siège, après avec siège, après avec public. Comme ça, c'est-à-dire avec conditions réelles, obtenir coefficient d'absorption de public. Ce n'est pas une personne combien de mètres carrés, c'est des choses c'est ancien. Maintenant, c'est-à-dire avec 0,63 mètres carrés chacun, avec coefficient d'absorption, comme ça, c'est-à-dire, mais M. Baranek déjà décidé assez longtemps, donc tout le chiffre déjà il y a 20 ans, 30 ans, mais pas facile de faire nouvelles mesures pour l'absorption de sièges, de public. Donc, on a toujours, dans ce cas-là, l'erreur ou bien le décalage entre la mesure et le calcul, toujours à cause de cette différence de coefficient d'absorption. C'est un sujet très délicat. Et l'autre source d'absorption du corps humain naturellement, c'est aussi parce qu'on est composé essentiellement d'eau. Et donc, de base, un corps humain absorbe naturellement le son. Ouais. Ok, merci beaucoup pour cette question. J'espère que ça a répondu. D'autres questions? Ouais. J'aimerais savoir, vous avez parlé d'une étincelle. Vous utilisez une étincelle pour faire vos mesures. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous utilisez une étincelle et pas un autre son comme un sweep par exemple.
Alors l'étincelle, c'était vraiment dans le cas très particulier de la maquette acoustique à l'échelle 1/10, où justement on devait couvrir des fréquences sonores beaucoup plus élevées jusqu'à plus de 20 000 Hertz. En temps normal, pour des mesures classiques, on utilise oui, le haut-parleur dodécaédral avec eSweep ou ce genre de choses. Ouais. Et pourquoi est-ce que vous avez besoin de faire des mesures à au-delà de 20 000 Hertz? Alors ça, c'était justement pour la maquette, parce que donc ce que je disais, quand on réduit toutes les distances d'un facteur 10, ça veut dire que les fréquences doivent être 10 fois plus aiguës, puisque les fréquences sont liées, enfin ce sont des longueurs d'onde, et donc les longueurs d'onde doivent être 10 fois plus serrées. Donc on est inversement proportionnel et on doit aller dans du plus aigu. Pour la maquette, avant, on toujours fait le maquette 1/20 dans le laboratoire de CCP Grenoble. Mais pour 1/20, c'est-à-dire si 2000 Hz devient 40 000 Hz, c'est difficile de trouver de source qui peut donner ce type de signal. Donc aussi, il y a quelqu'un, y compris monsieur professeur, mon ami Dominique Pollack, eux fait la chose, aussi l'anglais fait la chose de 1/50e échelle. Mais il a dit qu'on n'a fait que pour fréquence moyenne, pas pour fréquence aiguë. Donc 500 Hz devient 50 fois plus que ça. Donc il y a limite. C'est pour vérifier est-ce qu'il y a l'écho, est-ce qu'il y a l'écho flottant. Si on demandait trop de résultats précis, avec un 50e échelle, c'est difficile. Mais ça coûte moins cher. Faire les choses 1/10, c'est plutôt le projet national ou bien international. Sinon, le gouvernement ne veut pas donner l'argent. Fait ça. Dans ma tête, c'est-à-dire pour vous, parmi vous, est-ce qu'il y a quelqu'un envie dans l'avenir, travailler dans le domaine de l'acoustique de salle ou l'acoustique architecturale? On a bien besoin de jeune génération pour nous remplacer. En tout cas, nous, c'était pour vous dire pourquoi on avait choisi l'acoustique des salles. On a tout simplement, alors en fait, on souhaite faire plein de conférences et sur divers thèmes de l'acoustique parce qu'on est des étudiants en acoustique très générale pour l'instant, donc on s'intéresse à plein de domaines. On a fait un petit sondage parmi les étudiants organisateurs de cette première conférence. Et on s'était dit, quel domaine nous intéresse? Et le premier domaine qui est apparu, ou en tout cas un de ceux parmi lesquels il y avait le plus de votes, c'était l'acoustique des salles. Donc on a décidé de travailler sur l'acoustique des salles et de faire une première conférence là-dessus. Donc je pense que ça intéresse beaucoup d'étudiants et pour en avoir parlé autour de nous, je pense que c'est une thématique qui nous intéresse beaucoup. En plus, étant donné que le bureau d'études est une de nos grosses débouchés quand on sort de licence ou de master en acoustique, on a pas mal de débouchés en bureau d'études, donc la spécialisation là-dedans est très importante. Christophe Hérault aurait une question, paraît-il. Oui, j'ai une question. Vous m'entendez? Ouais, bonsoir. Oui, merci vous entendez, monsieur. Bonsoir. Moi, une question plus générale. Est-ce qu'on maîtrise tout aujourd'hui en acoustique des salles? Et sinon, sur quoi il faut encore travailler? Et donc, le corollaire, c'est sur quoi travaillent les chercheurs aujourd'hui en acoustique des salles? Ouais. Alors, est-ce qu'on maîtrise tout? Non, parce que il y a toujours des hypothèses qui rentrent en compte dans l'acoustique prévisionnelle, on va dire. Que ce soit dans les logiciels ou dans les maquettes, on est toujours au bout d'un moment obligé d'avoir des hypothèses. Après, sur quoi travaillent les chercheurs?
plein de choses. Hein. Il y a différentes choses là. Nous, on est vraiment très axé dans l'acoustique des salles de concert classiques, donc on n'en a pas du tout parlé. Et, dans ce domaine-là. Ouais. Comment? Dans ce domaine-là, oui, je parlais de ce Ouais. domaine-là. Donc, on n'a pas parlé enfin, très peu de systèmes sonores, etc. Donc, il y a eu plusieurs choses justement pour répondre à l'histoire de la polyvalence, pour arriver à faire de l'acoustique variable, on va dire à moindre coût, que ce soit coût de budget ou alors d'espace pris aussi. Donc, il y a des... Nous, on a un peu travaillé, on a fait quelques salles avec des plafonds mobiles, par exemple, qui peuvent modifier le volume de la salle et donc s'adapter au spectacle joué. Il y a eu beaucoup de recherches sur ce qu'on appelle les volumes couplés, qui permettraient de faire une acoustique avec un certain retard, qui créerait à la fois une réverbération et une très bonne précision d'écoute. Mais ça reste très dur après, entre le moment où on fait les thèses et les recherches, etc., et le moment où une vraie salle est construite avec un vrai public, il se passe quand même beaucoup de temps. Donc mais dernièrement, la plupart des recherches que j'ai entendues étaient assez liées quand même à des systèmes sonorisés de mon côté. D'accord. Et au niveau des critères, tout à l'heure, vous avez évoqué le fait qu'il y avait des nouveaux critères qui sortaient régulièrement. Parce que, est-ce qu'avec les critères dont vous disposez aujourd'hui, vous maîtrisez, vous êtes à peu près sûr du rendu ou pas? Ou est-ce qu'il manque des choses encore? Faut comprendre, je pense que les critères acoustiques, ils ont été développés pour essayer de rendre objectif, avec des mesures objectives, vraiment des chiffres, des rapports d'énergie, etc., des sensations qui sont par définition subjectives, qui vont dépendre évidemment du public, de l'endroit où on est placé, de l'habitude d'aller voir des concerts, etc. Donc c'est pour ça que je trouve que se contenter de certains qui ont fait leurs preuves, et le but, c'est, on va dire, de les mettre un peu tous au plus haut possible pour avoir un résultat qui sera très intéressant. Et après, c'est un petit peu compliqué de répondre parce que deux personnes n'auront pas du tout la même sensation à l'issue du même concert. Donc, il reste heureusement une grande part de subjectivité dans tout ça, quoi. Si vous regardez le marché, sauf le salle concert classique, l'opéra, aussi il y a plein de cinéma. Le cinéma, y compris IMAX, donc il y a beaucoup l'exigence acoustique très, très importante. Donc il y a plein de recherches à faire, y compris la chose salle de rock. Maintenant, dans tous les pays, toutes les grandes villes voudraient construire type de Zénith, plus grand que Zénith. Zénith, c'est seulement 6 000 personnes. Souvent, c'est 15 000 ou 20 000 ou même plus. Ça, c'est à la mode. Dans ce cas-là, pour l'acoustique, sauf l'absorption normale, c'est plus important, c'est l'absorption de basse fréquence. Dans le marché, il y a beaucoup de publicité, ça c'est bass trap. Finalement, il n'y a pas fait de recherche profondément. Donc, c'est un sujet très important pour l'avenir dans le marché, c'est-à-dire comment absorber la basse fréquence pour salle de rock, studio enregistrement, cinéma, c'est un sujet très intéressant. Et là, on fait appel aux métamatériaux, contrôle actif, pour gérer les basses fréquences. Il y a le contrôle actif, mais nous, c'est des choses qu'on ne va pas trop utiliser, justement, puisqu'on part d'un principe que si on construit une nouvelle salle, on fait tout pour qu'elle sonne bien naturellement. Et donc, pour gérer les surplus de basse fréquence, on va utiliser l'effet membrane, tout simplement, qu'on peut rechercher ou non, ça dépend des salles, etc. Mais sur le principe du bass trap, qui est qu'en fait, un panneau de bois pas trop dense va se mettre en vibration quand l'onde sonore va arriver dessus. Derrière, on a une cavité étanche, hermétique, avec un absorbeur comme une laine minérale. Et ça permet d'avoir des réflexions médium aiguës et des absorptions basse fréquence. Ça peut être mis tout simplement sur les panneaux
en fonction des différentes surfaces et de la localisation des endroits. On joue avec ça nous, dans les salles de concert, pour essayer d'équilibrer la réponse fréquentielle en général. Mais pour nous, utiliser le panneau bois comme contreplaqué, c'est très bien. Mais souvent, c'est le capitaine de plombier qui déteste. Pendant une réunion dans la ville, finalement, il ne veut pas signer parce que pour la réglementation de feu, l'incendie. Donc maintenant, c'est plutôt utiliser la minérale avec la densité un peu plus que 70 kg. Après, avec comme un matelas et puis suspendu, mais très laide, c'est pas joli. Donc l'architecte, souvent, l'aime pas. Mais les gens disent, c'est pas grave, pendant le spectacle, la lumière concentrée sur la scène, personne ne fait attention sur la toiture comme ça. Mais quand même, c'est un problème à résoudre. C'est-à-dire comment, sans risque de feu, comment pas trop de LED, ça coûte pas trop cher. Ça, c'est aussi c'est très intéressant de connaître. Merci. Est-ce que quelqu'un qui fait ou bien intéressé sur studio enregistrement, le home recording studio? Je crois qu'il y en a qui sont intéressés là-dedans. Oui, dans le chat, il y en a plusieurs qui répondent oui, effectivement. Oui, pour ma part, j'ai travaillé notamment sur des. J'ai eu la chance d'aller. Donc j'ai eu l'occasion de travailler dans un bureau d'études qui est à Montpellier. Et notamment à Montpellier, on va retrouver les nouveaux studios d'Ubisoft, donc une boîte qui fait du jeu vidéo et qui notamment font pas mal du sound design, etc. Et du coup, ils ont des studios d'enregistrement ou même des studios d'écoute où on arrive sur des niveaux de réverbération très, 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 très faibles, où on vient quasiment manger le son. Et en plus, on a des particularités où on a des parois verticales qui permettent de créer deux ambiances de réverbération dans une même salle, comme vous avez pu l'expliquer avec le plafond qui descend ou autre. Et du coup, ils aiment bien jouer ces paramètres-là pour, lors de leur enregistrement, venir modifier les paramètres et créer plus ou moins certaines ambiances. Aussi pour le studio enregistrement, sur le côté régie, c'est-à-dire control room, aussi il y a plein de choses à étudier. Maintenant, c'est à la mode, ça s'appelle dans le control room, c'est-à-dire LEDE, Live and Dead End. C'est-à-dire le ingénieur du son qui écoute du son venant de moniteur, il faut sans influencé par le mur, le plafond de control room. Donc, il faut écouter le son, c'est vraiment dans le micro de l'autre côté du studio. Dans ce cas-là, c'est côté, comment dirais-je, console, tout ça, il faut très forte absorption, large bande de fréquence, très épais la minérale, mais pour le côté fond de salle, parce qu'il y a le éditeur ou maison de disque écouter le son, comme à la maison, là-bas, il faut live, il faut, c'est-à-dire moins absorbant avec division. Donc, c'est de LEDE, aussi c'est à la mode. Donc ça, on a souvent ces ventes, ces conceptions pour plusieurs personnes. Donc, studio, il y a plein de choses de questions à étudier. Récemment, je fais un studio pour séparer le chaîne, c'est-à-dire il a guitare, il a chanteur, il a percussion. Donc, si dans même pièce, donc c'est difficile de séparer, faire le post-processing, c'est difficile. Donc, on a fait la chose petite cabinet, petite chambre, donc chacun dans ses pièces, donc de séparation de channel separation, c'est plus facile pour post-processing. Ces types de choses-là, souvent réussissent, souvent les gens critiquent ces pièces trop petites, pas, etc., etc. Donc, il y a plein de choses acoustiques dans le studio enregistrement. Mais dans le métier,
les gens souvent négligés. Ça, c'est pas notre problème. Notre problème, c'est console. Ça coûte 1 million. Ah, ça coûte, on parle combien de très cher. Mais oublie la chose de morphologie, le traitement acoustique. Tout ça, c'est des choses. Ça, c'est lié avec psychoacoustique. Donc, aussi très intéressant. Pour revenir sur l'aspect psychoacoustique dont vous avez parlé plusieurs fois, est-ce que ça veut dire que à n'importe quel moment, on peut pousser les méthodes numériques plus loin? Là, vous parliez du logiciel Odéon. Je ne sais pas du tout son utilisation et je ne sais pas est-ce que déjà il implique des connaissances particulières ou si c'est vraiment fait pour être pris en main facilement. Déjà, je ne sais pas, niveau numérique, ce qu'on a comme… est-ce que c'est poussé pour l'utilisateur? Mais est-ce que du coup, tout ce qu'on va faire qui va être plus ou moins compliqué, est-ce que finalement, c'est peut-être pas définitif et il y aura un aspect psychoacoustique qui peut être amélioratif ou péjoratif et qui peut vite changer vraiment tous les paramètres et finalement votre aspect qui sera toujours très subjectif va pouvoir modifier normalement les paramètres de votre salle. Ouais, je me souviens qu'il y a quelques années, chez vous, c'est l'Université du Mans, fait la recherche sur silencieux actif, utiliser le anti-phase pour cancellation de bruit. Donc, c'est très intéressant parce que ça coûte moins cher et plus efficace. Le début dans le petit l'avion de chasse, donc le pilote peut aider le bruit de moteur, tout ça autour de sa tête, mais c'est pour utiliser pour la grande surface avec cette phase cancellation, c'est pas facile. Donc je crois qu'il y a quelqu'un de chez vous, quelques professeurs qui fait la recherche sur ce silencieux actif. Je ne sais pas maintenant, est-ce que quelqu'un continue de faire la recherche dans ce domaine? Pour l'histoire sur la psychoacoustique, oui, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un test intéressant à faire. C'est est-ce que deux salles de concert complètement identiques, mais avec juste une finition ou une couleur différente, donneraient le même résultat d'un point de vue subjectif? C'est pas sûr du tout. Il y a un exemple quand l'Opéra Bastille a été créé, où l'architecte Carlos Hott avait envisagé, après discussion avec l'acousticien Vian, qui lui avait expliqué qu'en gros, un maillage métallique, par exemple, suffisamment ouvert, était transparent pour le son. D'un point de vue sonore, ça veut dire qu'il n'existe quasiment pas. Et donc, ça permettait éventuellement de faire cette finition-là qui était neutre et d'avoir derrière soit des matériaux réfléchissants, absorbants, diffusants, tout ce qu'on veut. Et donc l'architecte s'était dit, bon, on peut faire ça, comme ça j'ai ma finition et vous, l'acousticien, derrière, faites ce que vous voulez. Et au contraire, non, il y a une chose que l'acousticien lui a dit qui était vraiment, si on a un opéra, une grande salle comme ça, qui en plus est très grande, avec des finitions métalliques, un maillage métallique, le public aura forcément un ressenti d'un son agressif, peut-être pas métallique, mais en tout cas très, très agressif. Et ça, c'est un des aspects de la psychoacoustique, c'est que est-ce qu'on peut vraiment écouter en faisant abstraction des autres sons, a priori? Non, c'est pas possible. Et justement, ce qui illustre ça dans le bon côté, c'est les finitions bois. On est habitué à avoir des salles en bois, à avoir des instruments en bois, avoir des beaux vernis, des belles essences de bois, etc. Et ça rassure, et comme on le disait tout à l'heure, justement, le bois, ça peut être très bien pour l'acoustique, mais sous condition qu'il soit suffisamment épais pour donner des réflexions qui ne fassent pas l'inverse, justement, et qu'on perde des basses fréquences. Donc, il y a tout un équilibre qui n'est pas évident. Ouais. Ok, ça marche. Allez. Avant de terminer, je voudrais dire quelque chose pour le jeune acousticien, parce que souvent les gens disent j'aime beaucoup faire le travail pour la cour de salle parce que j'aime beaucoup la musique, etc.
ça c'est très bon. Mais n'oublie pas, nous sommes ingénieurs, il faut aller au chantier, sur la toiture, sous des machines. C'est des choses, avec toutes les choses de sale, de poussière comme ça, c'est inévitable. Ce n'est pas seulement avec cravate dans le bureau. Donc, si choisissez le métier, il faut préparer dans sa mentalité. C'est un métier difficile. Il faut collaborer avec les gens plus difficiles. Souvent, l'architecte très pas très respecté technicien ou quotidien. Donc, il faut le convaincre. Et puis, donc, ça, c'est difficile. En même temps, il faut travailler au chantier, sur terre. Donc, quelquefois, c'est physiquement, c'est fatigué. C'est pas seulement toujours dans la salle de concert écouter le violon, pas ça. Donc, il faut choisir ses métiers, il faut préparer ça. Oui, je crois que c'est noté. On est beaucoup de passionnés de musique en acoustique, mais je crois qu'on est tous au courant qu'il y a une part très importante aux scientifiques et aussi à mettre les mains dans le cambouis et vraiment faire de la technique et aller sur le terrain. Je pense que c'est très important. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je veux pas trop. Je sais pas si messieurs sont pressés ou pas. Et puis, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être? Sinon, vous pouvez toujours envoyer nous l'email, tout ça. On peut discuter toujours. Donc, Eh ben, en tout cas, donc, merci beaucoup. Je suis très, très, très content et je pense qu'on est tous très contents de cette première conférence qui a été très intéressante. Merci à vous et puis merci à tout le monde d'être venu. On a tout enregistré, donc on va essayer de dérusher ça et vous envoyer ça et de partager ça assez rapidement. Donc, n'hésitez pas à contacter le bureau XO Acoustique si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et puis merci encore pour avoir pris tout ce temps, messieurs. Et je pense qu'on est tous très contents. Concernant nous, l'association, juste pour les étudiants qui se demandent, donc on va essayer de voir déjà les retours que vous avez sur cette conférence. On va trouver des moyens d'avoir des retours dessus. On va préparer notre nouvelle année parce que ça fait bientôt 1 an qu'on est créé. Et donc, on a bientôt un nouveau bureau qui va être élu et désigné. Et puis, à l'issue de ça, on va pouvoir organiser d'autres conférences. Si vous voulez nous soutenir et nous aider, n'hésitez pas à commander nos pulls. Il reste 4 jours pour commander nos pulls et on est un peu ric-rac sur la jauge de commande pour que ça soit à peu près rentable pour nous. Donc, n'hésitez pas, je peux vous renvoyer le lien. Il reste 4 jours et ça, c'est vraiment cool. Ça nous aide aussi à organiser des choses comme ça et les étudiants derrière sont tous très passionnés. Et encore, merci beaucoup à Monsieur Xu et à Monsieur Philippe d'avoir passé autant de temps avec nous. C'était très, très sympa. Avec plaisir, pas de problème. Merci beaucoup. Merci, grand plaisir. Intéressant. Merci beaucoup. Bientôt. Merci. Bonne soirée, au revoir. Merci Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.